Bonjour à tous, chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast. C'est un des rares épisodes qui ne sera pas filmé pour des raisons évidentes, puisque je n'ai tout simplement pas encore reçu le matériel pour pouvoir le faire. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir Elisabeth, qui est une cliente de Cœur de Tissu, et qui vient nous parler un petit peu de sa manière de voir la mort, qui est très particulière, et surtout de son choix d'avoir préparé sa mort, de préparer son décès pour ses proches et pour elle-même. Vous écoutez un épisode du podcast qui explore le deuil et la mort sous toutes les coutures. N'arrête jamais de prendre soin de toi. Bonjour Elisabeth, comment tu vas aujourd'hui ? Eh bien écoute, je suis très heureuse de participer à cet échange. Je suis ravie de t'accueillir, moi je suis très contente qu'on puisse refaire du coup ce moment-là, puisqu'on l'avait déjà partagé, et comme j'ai pas toujours du matériel performant, ça n'avait pas fonctionné comme on aurait voulu. Donc nous revoilà ensemble pour parler un petit peu de toi, du coup, de ton parcours aussi, et puis de là où tu en es donc dans ta vie, et puis de ce choix que tu as fait de te préparer à la fin, en fait, tout simplement. Mais du coup, d'abord, est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter toi, dire un petit peu qui tu es, pour que les auditeurs sachent voilà, dans quel contexte tu vis. Alors, je suis... je m'appelle Elisabeth et le contexte, voilà, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Et cette expérience, la mort pour moi, ça fait partie de la vie. Hein. C'est, c'est une coupure avec le dernier cordon ombilical, voilà, on peut dire ça. Voilà. En fin de compte, cette fin, pour moi, c'est le passage vers une autre vie. Voilà. Parce que de toute façon, la mort, c'est une expérience inévitable. Hein. Tout à fait. Voilà. Et donc, c'est en plusieurs étapes. Pour moi, c'est être prête à son ascension à la lumière. Et puis aussi, construire une approche apaisée pour accueillir sa propre mort ou celle d'une autre personne, d'un proche ou de quelqu'un d'autre. Et oui. Et puis aussi, c'est aussi de stimuler, de nous propulser aussi quand tu sens cette approche vers le détachement de ces blessures aussi qu'on a accumulées durant notre parcours de vie. Alors, pour moi, il y a aussi un accompagnement par rapport à notre vie de couple et aussi, je crois que c'est important aussi de savoir avoir une ouverture d'esprit parce que la mort, elle fait partie de notre vie. Hein. Alors, c'est un parcours de préparation. Comment dire tu veux dire que mourir, c'est un parcours de préparation ? Mourir, voilà, c'est un parcours de préparation. Ça fait partie des choses auxquelles on peut, quel que soit l'âge qu'on a, ça fait partie des étapes de la vie. Enfin, pour moi, personnellement. Tout à fait. Et toi, du coup, tu as fait le choix de commencer maintenant à te préparer ? C'est ça, ça, voilà. Et après, il faut, il y a la peur qui est là. Bien sûr. Mais donc la peur, il faut savoir la surpasser. Hein. Et puis aussi se présente je peux dire que chaque être humain a son apport à ce qu'il est. Voilà, pour moi c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a poussé à commencer cette préparation ?
Est-ce qu'il y a un événement en particulier ou est-ce que c'est une Alors, réflexion? l'événement particulier, c'est mon mari qui a fait un AVC. Mhm. Et donc, suite à cet AVC, c'est sûr qu'il a beaucoup diminué. Mhm. Mais il a toute sa tête. Oui, Voilà. Et aussi, comme il a toute sa tête, c'est quand même important. bien sûr. Voilà. Et aussi qu'il a fait le choix, il dit quand je vais avoir 80 ans, de partir dignement. Ah oui, il a décidé de mourir à un certain âge. Enfin, comme son père. Voilà, Ah oui, de d'accord. partir dignement. D'accord. Mais ça, on ne le sait pas, parce que Bien sûr. son âme, quand son âme sera prête à ascensionner, on ne connaît pas ni les uns ni les autres son heure de départ. Bien sûr. Mais voilà, donc du coup, c'est aussi ça qui m'a poussée à comment dire, À anticiper. à anticiper. Voilà, Mhm. à anticiper. Et parce que j'ai vu trop de personnes autour de moi qui étaient complètement dans le désarroi, Oui. dans le vide complet. Mhm. Et quand tu la prépares, tu es beaucoup plus serein. Oui, bien sûr. Voilà. Et c'est pour ça que du coup, tu as fait ce choix-là, c'est pour pouvoir mourir de façon sereine et C'est pouvoir ça. offrir aussi à tes proches, je C'est ça. suppose, un Les deuil proches. beaucoup plus serein. Voilà, c'est ça. Mhm. Voilà, tout D'accord. à fait. Et oui, donc c'est vraiment pour ça, c'est vraiment l'objectif, je pense, de cette démarche-là, de pouvoir éviter, je pense, le plus de souffrance possible à ses proches. Je pense que c'est un joli cadeau aussi qu'on leur fait. Oui, voilà. Et du coup, c'est quoi les choix que tu as fait pour justement, leur permettre de moins souffrir ou en tout cas de moins avoir de chagrin quand tu partiras? Après, la première chose que je me suis dit, c'est de faire pour soi-même, mais aussi un accompagnement de paix, Oui. un espace de paix, Mhm. et aussi être un espace de bienveillance aussi. Voilà. Alors l'espace de bienveillance pour toi c'est quoi? C'est le moment où tu partiras et c'est tout ce qui C'est sera après? aussi, comment dire, quand tu es en couple, c'est un duo. Ah oui, Ah. d'accord. Tu formes un duo, et donc du coup, dans ce duo, il faut aussi que l'autre s'exprime. Bien sûr. Hein. Et donc la bienveillance, c'est aussi de pouvoir, avant le départ, d'en parler, Oui. d'en discuter avec sérénité. Mhm. Hein. Et parce que aussi, c'est aussi un moment où il peut parler, je dirais, des bons moments où il a des bons moments dans sa vie. Pourquoi aussi il fait ce choix? Parce que il a été marqué par sa mère qui a eu la maladie d'Alzheimer, sa sœur aînée qui a cette même maladie, Ah oui. et ça fait quand même 10 ans qu'elle est comme ça. Donc lui, il veut partir avec toutes ses capacités Oui. intellectuelles, et puis sereinement, quoi. Voilà. Oui, donc tu veux dire que c'est aussi le fait de pouvoir en discuter avec ton mari, C'est ça. c'est avoir cet espace-là d'échange, mais aussi C'est ça. de possibilité d'en parler, que ce soit Voilà. pas un tabou entre vous. C'est ça. C'est très très important ce que tu partages parce que c'est vrai que alors, même au-delà du couple, je pense, hein, c'est important de pouvoir en parler Oui. à ses proches, C'est ça. de pouvoir leur expliquer ce qu'on veut pas, C'est et ça. puis de pouvoir effectivement mettre les choses en place. Et du coup tu parles de ton mari, mais est-ce que tu as pu aborder le sujet facilement avec le reste de ta famille? Alors le plus difficile, c'est avec les enfants. Bien sûr. Hein. Donc c'est bon, ma mère, quand elle était sur Terre, quoi, elle s'était préparée, ainsi que mon père. Ah oui. Tous les deux se sont préparés au niveau spirituel. Même ma mère, elle a fait une journée de retraite avec le prêtre. D'accord. Voilà, pour partir bien, pour être bien. Voilà, d'accord. C'est ça. Okay. Et je pense que quand on est prêt, on a une paix intérieure. Oui. Voilà. Et ça c'est important.
de trouver la paix à l'intérieur de soi. Et toi, en tant qu'enfant, comment est-ce que tu as vécu cette préparation de la part de tes parents? Alors moi, j'ai eu la chance d'être mariée à ce moment-là, j'ai bien vécu ça, parce que mon père, il s'est bien préparé avec le prêtre. Oui. Et il est mort à la maison, donc il était conscient. Et la veille, enfin le jour de sa mort, il avait un début de paralysie de la bouche. Ah oui. Donc c'était le moment. C'était le moment de partir. Voilà. Donc il est parti comme il voulait, chez lui et avec son chien. Ah oui. Et c'est important aussi pour nous tous, mes frères et sœurs, que la personne qui part soit dans la paix. Parce que nous, on a ressenti cette paix en chacun d'entre nous. Et ça, je crois qu'aussi, ça c'est un cadeau. Oui, donc il y a aussi dans cette préparation dont tu parles une façon de dire au revoir peut-être aussi, et puis de régler les dernières choses avant de s'en aller avec ses proches, avec ses amis et tout ça. C'est ça. Okay. C'est ça, c'est aussi ça, c'est qui est important. Et toi, tu en es à quelle étape du coup de cette préparation, tu penses? Moi, en ce moment, c'est... Bah, c'est pas facile à dire parce qu'on en discute. Et là, dernièrement, je lui dis, qu'est-ce que je lui ai dit? Est-ce que tu as... Je dis, tu vas approcher de tes 80 ans le 13 janvier. Ah oui. Est-ce que tu ressens le besoin de partir? Il dit oui. Donc voilà, il ressent le besoin. Et moi, en tant qu'accompagnante, je prends cette chose sereinement. Ah voilà. Oui. Je prends sereinement parce que si au fond de lui-même c'est son désir, même si c'est pas cette année ou ça peut être dans... Enfin Bien bon, sûr. Si c'est son désir, je trouve qu'il faut l'aider, il faut l'accompagner dans ce qu'il désire au fond de lui. Et ça, c'est aussi un très très beau cadeau que tu lui fais aujourd'hui, de pouvoir être là et de pouvoir suivre un peu sa préparation à lui, du coup. C'est ça. Et pour pouvoir être là et être présente. Voilà. Et du coup, on parle beaucoup de cette préparation. Alors, tu parles à la fois d'une préparation spirituelle, mais je pense aussi psychologique. Oui. De se dire, oui, je me prépare à perdre mon mari, peut-être aussi à perdre mes proches, mais aussi à partir moi-même. Et ça doit être assez remuant, je pense. Ça doit faire arriver plein d'émotions. Tu parlais des bons souvenirs aussi tout à l'heure. C'est ça, voilà. C'est ça. Ça doit être une expérience assez intéressante à vivre. Est-ce que tu penses que cette expérience-là, il faut attendre d'être âgé pour la faire, ou d'être mourant, d'être malade pour la faire, ou pas forcément? Alors bon, des personnes qui sont mourantes, elles sont peut-être d'un seul coup, elles se rendent compte que la fin approche. Donc c'est là où il y a un réveil qui se fait à l'intérieur d'eux-mêmes. Je pense qu'il y a ça. Et puis... comment on peut dire, c'est aussi un passage qui est, quand on est jeune, je pense que c'est plus difficile parce que on est happé par la vie, ce qui est normal. Hein. On ne va pas dire qu'on va partir à 40 ans. C'est ça. C'est aussi ça. Après, il y a des jeunes femmes, des jeunes, des maladies qui sont là, comme par exemple un cancer. Il y a des cancers qui se guérissent, la plupart, hein, mais d'autres maintenant, parfois, il y a des cancers où les personnes sont en fin de vie. Oui. Et moi, je pense que il faut que la personne se sente libre. Voilà, c'est se sentir libre. Sentir libre de le faire ou pas. Voilà, c'est ça. De préparer, voilà. D'accord, je comprends ce que tu veux dire. Et du coup...
Alors là, du coup, tu as vraiment parlé de plein d'aspects de cette préparation. Donc, à la fois, on a dit spirituel, un petit peu Oui, psychologique, c'est et ça. puis aussi social par rapport à ta famille, en Oui, oui. leur parlant et tout ça. Mais il y a plein de choses aussi qu'on peut faire un petit peu plus administratives, un petit peu plus concrètes. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ah bah oui, bien sûr, ça c'est sûr. Comment dire, il faut aussi voir par rapport aux pompes funèbres, Et oui, ça c'est hein, important. c'est important. Je vois que tu as pris beaucoup de notes. Donc oui, c'est important parce que euh, bon, Hubert a déjà sa résidence secondaire qu'on appelle. Ah oui, Voilà, il a d'accord. son emplacement. Très bien. Hein. Donc il a son emplacement. Donc ça veut dire que vous avez Non, acheté c'est une que lui. concession. D'accord, Voilà, une concession pour lui. Voilà. D'accord, vous la partagerez pas alors. Non, je la partagerai pas parce que moi, mon objectif, c'est comme le cimetière du Souchet, tu vois, Oui. mettre des arbres et être enterré beaucoup plus en humusation. Exactement. Alors déjà, avant qu'on parle de l'humusation, est-ce Oui. que tu peux expliquer ou décrire un petit peu ce que c'est que le cimetière du Souchet? C'est pas facile, hein? Le cimetière du Souchet, c'est un cimetière où les tombes, comment Alors c'est un cimetière paysager, je c'est crois. ouais, c'est ça. Voilà. Voilà, c'est un cimetière Donc paysager. qui est très arboré. Très arboré, Il y a beaucoup de plantes. Voilà, on peut se promener comme si on se promenait dans un parc. Et les tombes sont végétalisées. Voilà, c'est Voilà. ça. Et donc ça, c'est toi ce que toi tu veux et ce que tu as choisi du coup. C'est un concept qui me plairait. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, pour arriver à cet objectif-là, qu'est-ce que tu as réussi à trouver comme solution dans les endroits où tu as envie d'être enterré, d'être inhumé? Qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place? Pour le moment, j'ai rien mis en place. D'accord. Voilà, parce qu'il faudrait aussi, pour faire ça, il faudrait que le maire... j'ai écrit à plusieurs maires, mais je n'ai jamais eu de réponse. Donc il faut que le maire ait une ouverture d'esprit. Mais je pense que de toute façon, ça va venir. Hein. Et donc il faut que parce que c'est aussi l'humusation, c'est une technique de compostage. C'est ça. Hein. Donc c'est... une technique de compostage, c'est la transformation du corps par les micro-organismes. Voilà. Ça. Et donc c'est une méthode qui permet une dégradation très rapide du corps. C'est ça aussi qui est important. Sans production de cadavésine, tu sais, et puis parce que le corps, il contient des choses aussi à l'intérieur. Bien sûr. Hein, voilà. Et puis surtout en se décomposant. Voilà. Et puis, puis de la putrescine, tu vois, des choses comme ça. Oui, putrescine, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc tout ça, c'est des choses qui sont importantes parce qu'il n'y a rien de plus polluant qu'un cimetière. Eh oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'on peut expliquer juste rapidement pourquoi est-ce qu'il n'y a rien de plus polluant pour toi, en tout cas d'un cimetière? Pourquoi est-ce que les cimetières sont polluants? Alors, tu as évoqué le fait qu'effectivement, quand on se décompose, quand notre corps se décompose, on a effectivement de la putrescine, ça c'est sûr. C'est ça. Plein de fluides qui vont se répandre voilà. à plein de niveaux. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les thanatopracteurs, qui vont venir préparer le corps pour éviter en partie ces épandages de fluides qui peuvent être dangereux et qui effectivement polluent pas mal. Le thanatopracteur, il est aussi polluant puisqu'il injecte sur le corps pour que le corps soit embaumé, voilà, un produit qui est très toxique. C'est ça, qui s'appelle les formaldéhydes. Enfin, c'est toute une gamme de produits pour conserver le corps. Voilà. Donc effectivement, pour l'instant, on n'a pas de vraie solution, entre guillemets, soit de ne pas faire du tout de soins thanato. Ça, c'est un choix, c'est une possibilité. C'est pas des choses qui sont obligatoires et c'est important, je pense, de le rappeler parce que tout le monde ne le sait pas. Et puis effectivement, du coup, il y a, je pense, tout ce côté béton.
hélas, parce que la plupart des cimetières aujourd'hui sont majoritairement bétonnés. Il y a très peu d'herbes, et puis on installe alors donc des caveaux, hein, c'est pour ça que je parle de béton. En général, les caveaux, c'est vraiment un bâtiment souterrain, C'est ça. en béton, et puis sur lequel on va poser une énorme pierre tombale en Voilà. granit en général. C'est ça. Voilà, donc en fait, il n'y a pas beaucoup de vie dans les cimetières. Non. Voilà, donc d'accord, c'est pour mettre nos morts. Bon, certes, mais on n'est pas obligé que ça ait un impact écologique comme ça. Hein. On se plaint souvent, et c'est une vraie problématique juste d'aller à une cérémonie en plein été dans un cimetière parce que il n'y a pas d'ombre. Il fait très très chaud, et puis c'est souvent insupportable, mais en fait c'est comme ça toute l'année, tout le temps, et donc ça fait qu'il y a très peu de vie, très peu d'animaux qui peuvent y vivre, et c'est un vrai problème écologique. Et donc l'humusation, c'est une des solutions. Alors l'humusation, il y a plein de façons d'être humusé. Il y a la terramation aussi, il y a l'humusation dans des œufs, dans des caveaux, dans la terre. Il y a plein de façons de faire, mais en France... c'est pas autorisé. C'est pas autorisé, c'est même interdit pour l'instant. C'est pas autorisé parce que c'est sûr que les pompes funèbres, c'est un gros business, hein. Donc, c'est sûr, on est obligé de dépendre des pompes funèbres, mais en même temps, on a quand même le choix, enfin, de choisir. Par exemple, là, quand les personnes partent, après, je respecte le choix de chacun, des uns et des autres, hein. Dans la chambre funéraire, c'est facile, on n'a pas besoin de... On met le mort là, et puis voilà, si les gens ont envie de venir, on est tranquille, c'est pas chez soi. C'est ça. Mais moi, c'est pas, avec mon mari, c'est pas ça qu'on veut faire. Ah oui, ça alors déjà, effectivement, c'est là donc tu es en train de parler, on revient un petit peu dans le temps, et tu es en train de parler du coup du moment où toi ou ton mari ou n'importe qui décède. Oui. Effectivement, il y a un moment donné où c'est important de visiter le mort, de faire une veillée par exemple, ou plusieurs. Voilà. Ça c'est traditionnellement fait quand quelqu'un décède, particulièrement à la maison, il y a toujours quelqu'un pour veiller le mort. Voilà, et du coup, c'est ce que vous voulez faire du coup. Voilà. D'accord. Parce que de toute façon, c'est important de veiller le mort pour que c'est un rituel d'accompagnement, hein, pour que son âme, parte calme et sereine. Voilà, c'est ça. Et donc, on peut aussi visualiser son départ en guise de... l'aider à visualiser son départ. Voilà. Oui, et à comprendre, je pense que c'est fini, qu'il est parti ailleurs. C'est ça, voilà. Que voilà, sa vie terrestre est terminée et qu'il peut s'en aller. Et je pense aussi que tu vas me dire ce que toi tu en penses et comment tu as vécu, je pense, parce que tu as dû en faire des veillées. Je pense qu'il y a aussi une importance pour les vivants, pour ceux qui restent, parce que c'est un temps où on va pouvoir prendre conscience et intégrer ce départ. Et puis l'accompagner, encore une fois. C'est ça, voilà. Voilà. Parce que tu peux visualiser, par exemple, un chant sacré. Oui. Voilà. Et puis visualiser une belle lumière blanche. Voilà. C'est aussi... Tout ça, c'est peut-être des symboles, mais qui ont aussi une importance pour pouvoir... et puis, pour aussi que les enfants... puissent ne pas être dans le chagrin, enfin on est toujours dans le chagrin, mais ne pas ignorer que ces choses de la vie, elles sont là et qu'il faut l'accepter. Oui, c'est ça, c'est une façon d'apprendre à toute la famille, effectivement, ce que c'est, voilà. Ce que c'est le deuil. Voilà, c'est ça. C'est important que tu l'évoques, je l'ai déjà pas mal évoqué avec plusieurs personnes et dans plusieurs épisodes, hein. Les enfants, faut les intégrer dans ces rituels de famille qui sont très importants, ces rituels de passage. Voilà. Et c'est très chouette de pouvoir le rappeler encore une fois. Et donc pour faire un petit peu la suite chronologique, une fois que la veillée est terminée et que du coup on accompagne le défunt aussi dans sa dernière demeure dont on a déjà parlé,
il y a plein de solutions. Est-ce que déjà, toi, ton mari, il sait ce qu'il veut, comment il veut? Est-ce que tout est déjà cadré et prêt? Est-ce que vous avez déjà choisi peut-être le cercueil, etc. Oui, c'est un cercueil biodégradable. Ah oui, même pour ton mari quand même. Oui, oui, il est d'accord, en carton. Super. Ouais, voilà. Ça, Donc ça, c'est... Voilà, c'est ça. Ça, c'est vrai que c'est une des avancées un petit peu sur le funéraire dernièrement, ces dernières années, c'est le fameux cercueil en carton. Voilà, c'est autorisé quand même. Voilà. Donc c'est autorisé. Alors c'est vrai qu'il y a plein de choses, je pense, à dire sur le cercueil en carton. Déjà, les pompes funèbres le déconseillent pour la crémation. Voilà, parce que ça prend étrangement beaucoup plus d'énergie de brûler un cercueil en carton dans un crématorium qu'un cercueil en bois. Ça brûle moins bien, étrangement, hein, on s'imagine des choses, mais non. Et effectivement, du coup, le cercueil en carton est idéal pour un enterrement, à différencier du coup d'une mise en caveau. Voilà. Et toi, du coup, tu as choisi aussi ce cercueil en carton ? Alors moi, pour le moment, moi ce que j'ai pas choisi c'est la technique de compostage, tu sais, la transformation du corps par les micro-organismes, et juste avec un linceul. Ah oui, voilà. D'accord, donc tu es vraiment resté sur cette idée-là, voilà, c'est et ça. rien... Pour moi, voilà, c'est ça. Okay. Parce que, comment dire, c'est une méthode qui permet une dégradation très rapide, en 12 mois de temps. Oui. Ah voilà. Oui, d'accord. Okay. C'est ça. Hein. Alors du coup, est-ce que toi tu serais prête pour avoir accès à l'humusation, à faire transporter ton corps dans un centre d'humusation, même s'il est en dehors de la France pour, Là c'est... Non, de toute façon j'espère qu'un jour ou l'autre, qu'un maire acceptera d'acheter une parcelle de terrain et de planter, mon rêve c'est de planter des trognes, parce que c'est des arbres... C'est des arbres très vivants. Hein, qui amènent beaucoup de biodiversité. Qui amènent beaucoup de biodiversité. Et donc voilà, je pense que mon objectif c'est ça pour moi. Et donc du coup ce serait d'être enterré dans un champ de trognes en fait. C'est ça, voilà. Avec juste un linceul, quoi, voilà. Alors, pour ceux qui nous écoutent, les trognes, c'est des arbres qui sont cultivés d'une manière assez particulière quand même. On en voit de moins en moins, je crois, quand même. Hein. Ça se replante. Ça se replante de plus en plus. Parce que c'est des arbres qui sont très costauds, parce que tu peux... ça craint pas la sécheresse. C'est ça. Par exemple, en Afrique, des paysagistes, des jeunes femmes qui sont parties là-bas en Afrique et qui ont, je sais plus, je crois que c'est en République centrafricaine, je crois, ou au Tchad, enfin je sais plus exactement, enfin dans la République du Centre, le Centrafrique du Centre, donc des techniciens et des techniciennes pour permettre aux paysans de continuer à cultiver la terre, de vaincre la sécheresse. Ils ont planté des trognes. Et grâce à ces trognes, il y a l'eau qui est revenue. Ils ont eu une biodiversité qui fait qu'ils ont pu faire de la culture et tout. Donc les trognes résistent à la sécheresse. Ça, c'est vraiment extraordinaire et c'est vraiment important parce que on a plein de techniques en plus qui sont ancestrales, qui ont fait leurs preuves depuis des centaines et des centaines d'années, comme les trognes. Donc les trognes, c'est ces fameux arbres qu'on coupe tous les ans. C'est ça, On leur coupe toutes leurs branches. Et donc ils ont des très très gros troncs. En plus, visuellement, ça a une forme très particulière, les trognes, qui ont un grand tronc très 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 épais et toutes petites branches pour le coup. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Et donc comme tu l'as très bien expliqué, ont beaucoup d'intérêt d'un point de vue écologique. C'est un intérêt, puis en même temps, c'est un refuge pour les oiseaux. Tu peux faire de ce terrain de cimetière à quelque chose de vivant. C'est ça. De vivant, et donc aussi quand tu vas là-bas, au lieu d'être... tu as envie de chanter avec les oiseaux, tu as envie de... Et aussi, c'est pour accompagner toutes ces personnes
qui acceptent cette façon de oui. partir, c'est aussi pour que leur âme parte dans la lumière et qu'elle soit apaisée. Et ça aussi, c'est important. C'est très important. Oui, c'est chouette et c'est aussi un beau cadeau à soi, je pense, à s'offrir, d'être aligné, je pense, avec effectivement, qu'est-ce que je vais faire de mon corps, qu'est-ce qu'on va faire de mon corps, et comment, qu'est-ce qui va devenir, en fait, quelque part, hein, je pense que c'est un peu ça la question. Donc je vais un appel, peut-être, mais j'ai espoir que les mers vont s'ouvrir et qu'un jour je trouverai, ou j'en sais rien, pourquoi pas dans ma région, pourquoi pas à Mériès-Bois, voilà, et qu'il y a du terrain et que le maire, s'il a une bonne ouverture d'esprit, qu'il accepte. Voilà, puisque j'ai une jeune femme que je connais qui est paysagiste et qui pourra m'aider à planter des trognes pour réaliser cette chose. Magnifique. Et oui, c'est vrai que c'est des beaux projets. D'ouvrir des cimetières végétalisés, je crois que ça se fait quand même de plus en plus. Il y a quelques projets, en tout cas en France, qui se développent petit à petit. C'est des choses qui sont vraiment très très intéressantes. En plus, c'est des beaux projets à suivre parce que il y a tellement de connaissances en fait qui sont mutualisées et qu'on va aller chercher pour créer ces endroits-là qui sont à la fois très très bons pour la biodiversité, pour l'écologie, mais aussi et surtout pour ceux qui restent, parce que se promener, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, le cimetière du Souchet, c'est des lieux qui invitent au recueillement, qui facilitent le recueillement. Je pense même que tu seras d'accord avec moi d'évoquer, je pense, la méditation et la prière dans ces lieux comme ça, qui sont vraiment facilités quand on a de la vie autour de soi, voilà. Du mouvement, alors que pour les cimetières actuels, pas tellement le cas. Non, voilà, donc voilà, mon objectif, c'est pourquoi un jour, par rapport à l'entretien qu'on a toutes les deux, c'est que les mères s'ouvrent à cette possibilité qui peut amener, bien sûr, il y a les lois, il y a les contraintes et tout, mais ça peut être une étape très importante. C'est ça. C'est ça. Et je pense qu'on a beaucoup on a beaucoup en France, en tout cas, de chemin à parcourir par rapport à ça. Oui, voilà. Que ce soit comme on en parle par rapport à tout cet espace-là de l'après, donc une fois qu'on est parti, qu'est-ce qu'on fait de notre corps, comment on offre la possibilité de se recueillir à ceux qui restent. Mais je pense qu'on a aussi beaucoup de chemin à parcourir sur la fin de vie, donc on en parlait un petit peu tout à l'heure avec comment est-ce que vous prévoyez un petit peu plus ou moins, en tout cas ce que vous souhaitez pour votre fin de vie. Mais il y a eu aussi dernièrement, en tout cas en 2024, la grande question qui a été abordée à l'Assemblée nationale. Enfin bref, on était à 2 doigts d'adopter une loi pour l'aide à mourir. Donc, alors on peut, j'aime pas trop ce mot-là, mais on peut parler d'euthanasie pour clarifier les choses. C'est le fait d'aider quelqu'un à mourir médicalement pour stopper ses souffrances. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est quoi ton avis sur la question? C'est très important de respecter de ne pas de respecter le choix de la personne. Et si la personne n'est plus en capacité de choisir, mais qu'elle souffre, c'est aussi pourquoi on fait un acharnement thérapeutique. Ouais. Par exemple, dans les maisons de retraite, les personnes, peut-être qu'il y a les personnes qui sont dans la souffrance, pourquoi on leur donne pilule sur pilule sur pilule, hein? Il y a aussi cet acharnement thérapeutique. Est-ce que par derrière, quelle est la pourquoi on s'acharne en des acharnements thérapeutiques en France? Et pour moi, je pense que si on est proche des gens, parce que toutes ces personnes-là, elles ont une âme, hein,
Et cette âme-là, elle demande aussi à partir dans la lumière. Mais on n'est que dans le corps. On n'est pas aussi, on s'interroge pas sur la personne, mais sur que la loi dit que il faut pas quand la personne est là, même si elle est malade, on la soigne et puis il faut attendre que le dernier moment pour dire ben voilà, elle est décédée. Et je trouve que ça, je regrette beaucoup que cette loi ne passe pas, parce que c'est autorisé en Belgique, c'est autorisé dans les pays, en Norvège, en Finlande, voilà. Mais en France, c'est un pays qui ne veut pas s'ouvrir pour le moment. Mais je pense que ça viendra, de toute façon. Écoute, on était déjà à 2 doigts de faire passer la loi. C'est ça. C'était quand même déjà une grosse avancée. C'est une belle avancée. C'est ça. Voilà. Mais c'est vrai que tu soulèves un point qui est important, parce que... Alors je l'avais déjà pas mal expliqué dans d'autres podcasts, mais du coup je vais le partager parce que je pense que c'est important. On a, à mes yeux, et je sais que je suis pas la seule à le penser, une surmédicalisation du corps, tu l'as dit en plus avec tes mots à toi, qui fait que les personnes âgées, les mourants, les malades, on va les parquer dans les EHPAD, dans les hôpitaux, et on va les laisser mourir. Et c'est ce qui se passe aussi dans les hôpitaux. Alors je vais pas faire de généralité, parce qu'évidemment il y a des hôpitaux dans lesquels ça va se passer très bien, il y a des belles histoires de départ, bien sûr, mais il y en a aussi des beaucoup moins rigolotes, notamment des gens qu'on va laisser consciemment mourir dans la souffrance, sans prévenir leurs proches, parce que, à un moment donné, 90, 95, 100 ans, on fait plus rien. Il y a beaucoup d'histoires aussi de médecins qui sont partagées, qui choisissent de ne pas soigner des personnes en souffrance, de ne même pas leur donner d'antidouleur, parce qu'il faut les faire partir. Sauf que c'est pas la meilleure des façons de faire, tant qu'on viendra, et ça donne lieu à des histoires qui sont tragiques et qui n'aident pas ni la personne à partir, parce que ça va, pour moi en tout cas, accentuer l'angoisse, la peur et la souffrance de la personne, donc l'empêcher de partir, la mettre en phase de résistance, je pense, par rapport à cette possibilité-là, parce qu'elle n'est pas aidée et pas accompagnée vers cette fin-là, mais aussi du coup pour la famille, être d'une très grande violence, parce que il y a de l'incompréhension, il y a une forme de colère, d'injustice qui va pas du tout aider ni à accepter cette fin, ni à accepter la mort prochaine. et j'imagine que toi, si tu as le choix, tu n'iras jamais en maison de retraite ou en EHPAD ? Non. Et Hubert aussi. Oui. Nous, on va pas cotiser pour mettre de l'argent de côté pour aller en EHPAD. Non. Et si un jour tu arrives plus à t'occuper de toi à la maison, de rester à la maison toute seule, tu feras quoi ? Je ne vais pas rester toute seule. D'accord, ok. Ça, je savais pas. Je ne vais pas rester toute seule. Comment t'imagines ça alors ? Tu sais, il existe des écolieux, il existe des habitats participatifs. Il y a plein de solutions qui fait que tu n'es pas obligé de te cloîtrer dans un système où tu payes tant par mois. Mais oui. Tu n'as plus de... Quand tu es comme ça, après tu es... Je ne sais pas si on est un être humain. C'est vrai que ça pose cette question-là quand même, d'être parqué comme ça juste parce qu'on n'est plus en capacité physique de prendre soin de soi. C'est ça. Ou de prendre soin des autres, que peut-être on perd un peu la tête parce qu'on est mourant, parce qu'on souffre, etc. Que c'est peut-être trop dur pour l'entourage à gérer et tout ça. Ah mais ça aussi, bien sûr. Ça, c'est une grande question, mais je suis contente qu'on en parle, parce que je crois que la dernière fois qu'on avait enregistré, on n'avait pas parlé de ça, et c'est super intéressant parce qu'on n'a pas forcément connaissance de ces écolieux dont tu parles, tu vois, de
ces résidences un peu alternatives C'est ça. auxquelles on peut tous avoir droit et qui sont des projets en plus sociaux qui sont très beaux, Bien sûr. intergénérationnels souvent. Oui, voilà. Et donc du coup, tu t'es déjà renseigné, je suppose, tu as déjà un lieu ou deux en vue ou pas forcément? Non, pas forcément, j'en connais, mais pas forcément, parce que pour le moment, je suis ici, Oui, chez bien moi, mais je pense que tu as un subconscient, et quand ton subconscient, quand tu projettes, tu as un chemin de vie, Mhm. hein, chacun on a notre chemin de vie, et donc moi je sais que mon chemin de vie ne sera pas à rester ici, voilà, mais dernièrement, dans la vie, tu sais, on arrive à avoir des synchronicités, et dernièrement j'ai rencontré un musicien. Il dit, moi, je vais vivre dans un carter. Et il y a aussi des carters qui se font en Bretagne. Tu vois. D'accord. Ça, c'est autorisé. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un carter alors? Ça va pas être facile. Ah oui, je suis désolée, mais on a des auditeurs, ils savent pas tout. Alors, ouais. C'est vrai. Le carter, c'est comme une petite hutte. Ouais. Voilà. C'est comme une petite hutte et c'est fait juste avec des choses naturelles. C'est-à-dire comme autrefois le torchis. Oui. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà. Oui, donc vivre un petit peu. Alors j'ai plein de mots qui sont pas très, qui sont un peu jugeants dans la tête quand même parce qu'on est très, on a une idée des choses quand même assez particulière, mais c'est une façon de, c'est un éco-habitat en fait. C'est un ça. éco-habitat Voilà. tout simple avec, alors je pense plus relativement rudimentaire quand on parle de hutte. Oui, c'est peut-être pas une hutte, mais c'est pour, c'est comment on peut dire. Un habitat. Est-ce que ça ressemble, parce que moi du coup quand tu me dis hutte, Oui, non. j'ai vraiment l'idée du dôme, voilà, du dôme où on va juste mettre une petite paillasse et non, puis. Non. Non, il y a l'eau courante quand même. C'est plus confortable que ça. Voilà. C'est plus confortable que ça. Voilà. J'essaierai de vous mettre dans la description pour vous les auditeurs un lien c'est ça. vers une photo ou voilà, une explication comme ça. Non, c'est plus confortable. On peut se mettre debout, on peut avoir une pièce, on peut se mettre un poêle, on peut, voilà, c'est pas. Mais j'aime bien ce concept parce que t'as pas de problème de toiture, t'as pas de problème du ménage. Enfin, c'est aussi revenir aux choses simples de la vie. Oui, ça. C'est une façon c'est une façon de revenir à l'essentiel de la vie. Voilà. Oui, c'est ça aussi qui est... Voilà. Après, ça peut être autre chose. Hein, ça peut être autre chose. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même ou être entraîné. Voilà. Oui, c'est ça. J'ai un peu cette image-là. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait un brevet de responsable d'exploitation agricole. Donc ça, Elisabeth le savait, on en a déjà beaucoup parlé. L'idée c'était effectivement de créer un écolieu, de créer un espace pour pouvoir... Alors là pour le coup, mon projet c'était plutôt pour faire pousser de la nourriture. Mais il y a de plus en plus d'espaces qui se créent comme ça, c'est presque des mini-villages en fait. C'est ça. Où sur des grands espaces, en fait, on va avoir plein de toutes petites habitations écologiques. Donc ça peut être des dômes géodésiques, donc c'est des structures toutes rondes dans lesquelles on va aménager un étage par exemple pour faire une chambre, etc. Donc à plus ou moins grande échelle, on va pouvoir avoir aussi des yourtes. On va pouvoir construire aussi soi-même sa maison en bois. Enfin bref, on a vraiment plein de... Oui, il y a des possibilités. La maison en pétale, tu sais. Oui, voilà, oui. Plein de... Il y a plein d'architectures. Il y a plein d'architectures qui existent, qui sont magnifiques. Quoi, c'est ça. Et la seule chose qu'il faut, c'est que quand tu construis, il ne faut pas que tu sois en pleine terre. Voilà, en bois, par exemple, il faut qu'il y ait un espace entre... Voilà, entre le sol et pour être autorisé actuellement. C'est ça, oui. Voilà. Et ces fameux écolieux, ils se construisent bien, ils se construisent en plus pas nécessairement sur des terrains constructibles, c'est pour ça que tu parles de ne pas être en pleine terre, de ne pas être posé sur le sol, de ne pas avoir de fondation, etc. Donc ça, c'est tout plein d'aspects un peu juridiques, un peu administratifs de ces écolieux. Mais ce qui est
très puissant dans cette proposition-là, dont plus en plus de personnes s'emparent, c'est qu'il y a une communauté sociale qui se recrée et qui va être très forte et très puissante parce que on vit ensemble en fait. C'est de remettre en fait de la communauté, du lien social, parce qu'on habite tous sur le même terrain, même si on a notre espace bien sûr personnel, privé important. Chacun de notre côté, on a quand même des moments qui nous réunissent tous et évidemment tout le monde s'organise. On dit souvent oui, il faut tout un village pour élever un enfant, mais il faut aussi tout un village de toute évidence pour accompagner quelqu'un vers son ultime voyage. Et c'est du coup ce que toi t'as envie de vivre, du coup, si jamais à un moment donné tu te retrouves toute seule, Oui. c'est vers ça que tu vas te tourner. Ah oui, tout à fait. C'est sûr. C'est sûr et certain. C'est un beau projet en tout cas. Ouais. C'est un beau projet. En plus, je sais que tu es une grande voyageuse. Donc ce serait presque pour toi une dernière expérience. Une dernière expérience de vie. Voilà, ouais, c'est ça. Magnifique. Ouais, c'est ça. C'est une dernière expérience. Et puis aussi comment pour pouvoir aussi de montrer que dans la vie on peut vivre sereinement, mais tous les jours quand tu te réveilles le matin, faut remercier le soleil, faut remercier d'être là, voilà, et on sait qu'on a notre chemin de vie, hein, et que chacun aille dans ce qui est juste pour lui ou pour elle. Et je crois que c'est ça qui est important. Merci. Merci pour cette très très belle leçon. C'est très très fort, c'est très puissant. Vraiment, c'est un très très beau partage. Est-ce que peut-être tu as peut-être des questions ou des sujets que tu aimerais aborder là maintenant? Ou peut-être un dernier message que tu voudrais faire passer à ceux qui nous écoutent? Alors... T'as le droit de réfléchir un petit peu. Oui. Alors j'aime bien vivre sincèrement tout ce qu'on a à vivre. Je suis mes forces et aussi mes fragilités. Accueillir sa peine, aucun de nous est exceptionnel. Mais chacun d'entre nous a en soi des ressources exceptionnelles. Elles ne vont jamais s'imposer à nous. Elles toquent la porte et c'est à vous de les accueillir. Et c'est à nous de les accueillir et c'est à nous de les utiliser. C'est la force de vivre, c'est la plus belle expression de notre liberté. Bravo. Merci beaucoup Elisabeth, vraiment, j'ai passé un très très bon moment avec toi. J'espère que vous aussi les auditeurs. Plein de leçons pour moi déjà bien sûr, mais aussi pour ta suite. C'est aussi une façon peut-être d'avoir fait cet épisode, de laisser une trace derrière toi, et je trouve que c'est très chouette parce que c'est un beau cadeau. Voilà, c'est un beau cadeau que tu fais au monde. Merci. Et merci du coup aux auditeurs de nous avoir écoutés, bien sûr. Je vous invite alors du coup pas à retrouver Elisabeth sur Instagram parce qu'elle n'est pas sur Instagram, mais à réécouter et à partager cet épisode à vos proches, comme toujours autant de messages d'amour, de messages de soutien, de messages qui disent je pense à toi, je suis là, tout simplement. Et puis en attendant le prochain épisode, n'arrêtez jamais de prendre soin de vous. Mais ma suite, c'est aussi de participer avec toi, pourquoi pas, par rapport... j'ai fait aussi de l'hypnose et il s'est avéré que... voilà, d'écrire un livre. Voilà, donc il faut que je trouve aussi un soutien, une personne. Ah oui, ça c'est intéressant. Comme toi, par exemple, de me soutenir pour réaliser... tes mémoires ? Pas forcément mes mémoires, mais... voilà, dans ton parcours de vie, tu as reçu, par exemple, certains ont reçu l'amour de ses parents, d'autres moins. Donc il y a tout un... Je pense que c'est aussi expliquer un peu son parcours de vie, pourquoi je suis, par exemple, pourquoi moi je suis arrivée à cette chose-là,
de par les épreuves de la vie, et puis aussi de saisir toujours ces bonnes synchronicités qui arrivent. Et je pense que c'est important aussi de pouvoir exprimer au fond de soi pour laisser des traces, pas pour laisser des traces, pour aider les personnes qui sont aussi dans les questions. Oui, Voilà. complètement. Je vois ce que tu veux dire. Et alors ça existe sous plusieurs formes. Je sais qu'il y a des biographes et des écrivains publics qui font ça, qui proposent ce service-là et cet accompagnement-là. C'est quelque chose de très intéressant, de très joli. Et puis, alors pour ceux qui écoutent le podcast, il y a Anthony de Loving Memory qui est belge, qui a une entreprise en Belgique et qui propose de créer, alors pour lui c'est pas un livre mais c'est un film. Oui. Voilà, où si les personnes se sentent de laisser un message oral, donc filmé, elles peuvent passer par ça, ou alors de faire un message vocal comme ce qu'on est en train de faire en podcast, et puis Anthony et Loving Memory vont se charger en fait de créer un film avec peut-être des photographies, peut-être avec aussi des documents que toi tu auras envie de transmettre dans ce film-là. Donc c'est des choses qui sont complètement possibles. Donc je te donnerai évidemment les contacts si tu veux en savoir plus. Oui. Mais complètement, oui, c'est des choses qui sont possibles et qui encore une fois, ça reste des cadeaux à la fois. Je pense que ça participe un petit peu, pour boucler un peu la boucle de ce moment, ça participe à la préparation de sa propre mort, parce qu'on a cette démarche-là envers le monde et envers soi-même pour faire un peu le bilan, je pense, de sa vie aussi, c'est un peu ça. Et puis, que ce bilan-là, que toutes nos expériences-là, elles servent quand même pour les suivants. C'est ça ? Merci. Merci à toi. Merci de ton écoute. Pense à partager et à noter cet épisode.